sur votre France Bleu. Ma France, l'actu en circuit court sur France Bleu, Wendy Bouchard. Et j'accueille deux invités dans Ma France. On va commencer par notre grand témoin, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour Christophe Marie. Bonjour. La Fondation Brigitte Bardot, c'est 30 ans d'utilité publique. C'est un anniversaire que vous faites très bientôt, d'ailleurs, je crois le 21 février. Et vous sortez dans quelques jours une enquête IFOP sur la cause animale au cœur de la campagne pour l'Élysée. La campagne pour l'Élysée, il la suit régulièrement pour le compte de TF1. Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Nos auditeurs ont peut-être suivi même le 3e épisode de la bataille de l'Élysée, c'était hier soir, mais nous vous invitons pour autre chose. Aujourd'hui, vous publiez votre premier roman social bouleversant, Les Têtes baissées, chez Robert Laffont. C'est un univers que Christophe Marie connaît aussi avec la Fondation Brigitte Bardot. L'univers, entre autres, des abattoirs, un abattoir de porc, on va en parler, surtout de ceux qui y travaillent, qu'on a tendance parfois à caricaturer, qui travaillent dans des conditions évidemment très compliquées, et vous nous offrez là aussi une galerie de personnages. Si vous voulez bien, parce que vous suivez l'actualité, François-Xavier Ménage, il y a cette vidéo qui tourne en boucle et qui fait scandale depuis ce matin, Christophe Marie. On voit Kurt Zouma, c'est un footballeur, 11 sélections en équipe de France, qui est passé par Saint-Etienne, qui joue aujourd'hui en Angleterre, qui shoote dans son chat, qui lui lance une chaussure, qui le gifle sur le museau alors que le chat est dans les bras d'un enfant. Il diffuse ses clips sur Snapchat, clips relayés par The Sun, et ça fait le tour du net. Quelle est votre réaction ? Alors déjà, il y a plusieurs réactions. La première réaction, c'est qu'on est en train d'entamer une procédure contre lui par rapport à l'acte de cruauté. Mais en fait, au-delà de ça, ce qui est très choquant dans cette histoire, c'est de voir ce grand gaillard s'en prendre à un chaton, enfin un chat tout faible, le shooter, comme vous le dites. Mais le problème aussi, c'est le problème des réseaux sociaux. Parce que le fait, quand on a cette notoriété de poster ce genre d'actes, eh bien, ça peut entraîner derrière une surenchère d'autres personnes qui maltraitent des animaux. On l'a vu aussi sur des enfants, un défi de maltraitance. Il y a voilà, et donc ça c'est très 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 dangereux et très difficile à contrôler. Donc il a d'autant plus de responsabilité en étant une personnalité publique, en plus liée au monde du sport. Donc il y a toujours un côté un petit peu exemplaire. Oh, j'arrive pas. Exemplarité. Et ça, c'est vrai que c'est quand même d'autant plus choquant. Donc là, en l'occurrence, nous, on demande à l'équipe de France qu'il ne soit plus sélectionné dans l'équipe de France pour qu'il soit effectivement sanctionné par cet acte. Parce que là, comme ça s'est passé en Angleterre, en plus, il n'est pas forcément évident de mener une action pénale contre lui, même si on va l'engager. Bien sûr, pour ce qui vous concerne. Cela dit, la législation britannique, elle est très dure en ce qui concerne les actes de maltraitance. Elle est de 5 ans d'emprisonnement. En France, elle a été renforcée en novembre dernier, et donc elle est sur 3 ans d'emprisonnement et 50 000 € d'amende quand c'est un acte de cruauté. Donc là, en l'occurrence, il y a de toute façon une matière à agir, et surtout, en fait, il faut casser cet exemple qui est un très mauvais exemple pour la jeunesse et pour ses fans, et ce phénomène véritablement qui est très inquiétant de surenchère sur les réseaux sociaux. Oui, avec Snapchat, avec des smileys, avec des petits sourires, avec des pouces levés. Il a réagi dans la foulée d'ailleurs. Je tiens à m'excuser pour mes actions. Il n'y a pas d'excuse pour mon comportement que je regrette sincèrement. Je veux dire à quel point je suis profondément désolée pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Affaire à suivre donc. Je ne sais pas, cher François-Xavier Ménage, vous qui suivez les candidats à la présidentielle côté coulisses, si vous avez déjà croisé les compagnons à 4 pattes de ces candidats ou s'ils sont exemptés de campagne présidentielle pour l'instant. C'est vrai faire que, le lien. En l'occurrence, c'est parfois un petit peu compliqué d'aller dans le terrain très personnel des candidats et de leurs animaux. On s'est dit qu'on n'allait pas le faire, parce qu'on en connaît une, notamment Marine Le Pen, qui évoque ses chats. On s'est dit qu'on resterait sur la candidate elle-même. Juste un petit mot, en revanche, sur la maltraitance animale, parce que, et c'est un exemple qu'on a montré hier dans le documentaire, dans l'épisode 3, et je crois d'ailleurs que votre témoin du jour était dans ce reportage, parce qu'on voit Yannick Jadot qui consulte toutes les associations sur le mal-être animal et sur les maltraitances pour justement voir comment modifier son programme. Et c'est très intéressant de voir le rôle et le poids des associations par rapport à un candidat, pour savoir aussi comment s'effectue ce programme, comment il se fabrique. Et c'était très riche d'enseignements. Oui, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, les candidats sont conscients qu'il y a une vraie attente sociétale très forte, de plus en plus forte. Et effectivement, la plupart, enfin certains d'entre eux en tout cas, sont demandeurs, comme l'a été effectivement Yannick Jadot lors de cette réunion de travail et d'information, pour enrichir leur programme, pour tenir compte de l'attente des associations qui elles-mêmes reflètent l'attente des citoyens. Et effectivement, donc avec Cédric Villani et Yannick Jadot, on a pu travailler sur différents engagements du candidat, qu'il a d'ailleurs déclaré très vite derrière par une vidéo et par la présentation de son programme 2 jours après à Lyon.
On va revenir d'ailleurs sur ce collectif d'ONG qui nous sert aussi à passer au crible les programmes de ces candidats, les auditionner quelque part aussi sur ce sujet qui, pour 70% des Français, a aussi un intérêt à 2 mois et demi de la campagne présidentielle. Il est 13h20. Et François-Xavier Ménage publie Les Têtes baissées, ce roman social chez Robert Laffont. 50 000 hommes, 50 000 femmes découpent 3 millions d'animaux par an dans 900 abattoirs de France. Dans le vôtre, celui que vous décrivez, nous sommes en Bretagne. Alors, on pourrait être en Bretagne. Moi, je suis originaire de Bretagne, donc je connais les abattoirs bretons. Je vous dis ça parce que c'est un abattoir de porc. Tout à fait, voilà. Donc, ça n'est pas situé, mais ça pourrait tout à fait être en Bretagne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut être dans un petit village, en tout cas, où cet abattoir est l'usine à emploi. C'est le principal employeur du cru. Vous suivez un certain nombre de ces salariés, un jeune de 23 ans, une jeune femme qui est en intérim, et puis ceux qui sont véritablement installés. Vous nous dites d'ailleurs au passage que rares sont ceux qui vont jusqu'à la fin de la période d'essai. C'est incroyable ce chiffre parce que tout ça est basé, c'est une fiction bien sûr, mais c'est basé sur des faits, sur des études très nombreuses qui évoquent le mal-être pour les salariés dans les abattoirs. Et 3/4 de ceux qui sont en période d'essai arrêtent. Donc c'est sidérant, c'est probablement l'un des milieux professionnels où la violence est la plus forte et ça détruit le corps, ça détruit l'esprit, ça broie. Et ensuite, et c'était vraiment pour cela que je voulais écrire ce roman, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez chez vous, vous avez tué et vous avez, en quelque sorte, vous êtes aussi amenuisé. Vous arrivez chez vous, vous en parlez à qui? Est-ce que vous pouvez en parler? Comment vous exprimez votre douleur? Est-ce que vous pouvez le faire? Et c'est des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, mais d'une certaine manière, ces employés d'abattoir sont de petits héros, sans le dire aucunement avec méchanceté. Au contraire, bien sûr, il y a beaucoup de bienveillance dans mes mots, mais c'est... Effectivement, je pense qu'ils vivent un quotidien qui est très très dur et qui est bien souvent loin de tous les radars. En dehors de la cadence, avec cet écriteau dans cet abattoir, respectez les animaux, vous vous respecterez. Oui, sauf que chez AgroPig, cette société d'abattage, un porc est tué toutes les 16 secondes. Comment on peut se respecter avec ce rythme-là, cette cadence-là? C'est ce qui remonte de toutes les enquêtes d'ailleurs dans les abattoirs, c'est l'un des principaux problèmes. Comment se respecter lorsqu'on ne sait plus, on est dans une course folle? La violence, de fait. Et effectivement, la question derrière tout ça aussi, c'est d'abord, est-ce que j'ai le choix? Ensuite, comment je me relève par rapport à ça? Et bien souvent, d'ailleurs, il faut faire attention aux mots. On n'évoque pas des animaux, on évoque des carcasses dans les abattoirs. On ne parle pas d'employés d'abattoirs, mais d'agents de fabrication. Ce sont les mots qui sont évoqués dans les contrats de travail. Et ce côté aseptisé ne se retrouve évidemment pas dans leur quotidien. Moi, je ne suis pas militant de la cause animale. Bien sûr, évidemment, c'est quelque chose qui m'importe. Mais je voulais voir le point de vue de ces employés et savoir comment ils tiennent debout. À commencer par la salle de repos. Décrivez-la nous, cette salle de repos, telle que vous l'avez vue aussi dans certains abattoirs. Parce que moi, c'est le premier reportage que j'ai fait quand j'étais très jeune étudiant à Rennes. C'est le premier endroit où je suis allé pour écrire quelque chose. C'était justement dans un abattoir. À l'époque, je ne mangeais pas de viande en plus. C'est vous dire, comme ça m'a évidemment marqué. Et ce sont des endroits où en vérité, vous n'avez même plus de propreté, où vous n'avez même plus d'espace où vous pouvez vous reposer, puisque vous êtes d'une certaine façon, vous avez du sang autour de vous tout le temps, bien sûr. Et beaucoup d'employés d'abattoirs évoquent justement la difficulté même à s'extirper de ça quand on revient à la maison, parce que le corps est sale en l'occurrence. Alors vous comprendrez en lisant ce roman qui est vraiment bouleversant et très puissant. François-Xavier Ménage écrit avec un rythme, une cadence, parfois une froidure revendiquée. Pourquoi les têtes baissées? Parce qu'en l'occurrence... c'est difficile de lever la tête quand on fait ce genre de boulot. Et bien souvent, là encore, il y a de nombreuses études qui le relèvent. On n'a pas le choix. Ça se passe dans des endroits où vous ne sortez pas pour aller de l'autre côté du trottoir et trouver 15 employeurs. Il n'y en a souvent qu'un. C'est un secteur qui fait de très faibles marges, qui lutte aussi, et c'est vrai, ne caricaturons pas, il ne faut pas caricaturer, pardon. C'est dur pour les employés, c'est dur aussi pour les patrons d'abattoirs qui ferment les uns après les autres. Et donc, c'est un milieu où tout glisse, où tout est en train de s'effondrer, en tout cas en Bretagne, c'est certain. Qui ferme pourquoi, François-Xavier Ménage? Parce que quand on décélère un petit peu la cadence, on ne s'y retrouve plus? Mais en l'occurrence, je pense que les cadences sont tellement folles qu'il est difficile de faire plus, mais vous avez la concurrence des pays d'Europe de l'Est, vous avez la concurrence de pays parfois plus lointains qui proposent en quelque sorte des salaires plus faibles, donc la différence, elle se trouve là, et donc ces abattoirs n'arrivent pas à lutter. Donc en quelque sorte, c'est une accumulation de luttes qui pèse évidemment sur les épaules de ces salariés qui bien souvent n'ont pas d'autre choix. Et comme le disait d'ailleurs, parce que j'ai rencontré plusieurs employés bien entendu d'abattoirs, ils disent « mais vous croyez qu'on a le choix ?» Vous croyez qu'on choisit le matin de se lever et d'aller découper de la viande morte? Vous pensez
qu'on a cette possibilité le matin en se levant, en allumant le réveil, de dire tiens, je vais faire autre chose. Pour au plus haut de la pyramide, après 15-20 ans d'ancienneté, 2500 € net, ça c'est le Graal. Le meilleur des cas, et bien quand souvent, on a tenu justement, il y a un des personnages qui va vous interpeller, Christophe Marie, pour la Fondation Bardot, c'est Ronan. Ronan, il a 23 ans, il est assez malade, il est envoyé en formation parce qu'il va devenir RPA, c'est-à-dire responsable de la protection animale. C'est la loi qui exige désormais cela en abattoir. Finalement, il le dit, il le résume, les liens de subordination étant ce qu'ils sont, en cas de maltraitance animale, je suis censé balancer mes collègues, c'est la police des porcs. C'est assez surréaliste, en effet, François-Xavier, puis Christophe Marie là-dessus. Oui, parce qu'en l'occurrence, d'abord, ces règles sont difficilement applicables. Et puis par ailleurs, on se rend compte aussi qu'il y a des normes qui souvent, et là encore ce sont des études qui le disent, ne sont pas toujours suivies des faits, et que en l'occurrence se passe dans des abattoirs. Là encore, ce n'est pas un militant qui parle, hein, c'est le romancier, mais il se passe toutes sortes de choses qui sont en vérité loin de tous les radars. Je ne sais pas s'il faut excuser ou non, bien entendu, mais en l'occurrence, là encore, j'en reviens à ce mot de glissade. Se passe des choses dramatiques pour tout le monde dans ces abattoirs. Sachant que la vidéosurveillance n'est pas obligatoire, Christophe Marie. Alors, elle n'est pas obligatoire, mais il y a une expérimentation sur 2 ans qui avait été adoptée par la loi Egalim. Et en fait, c'est intéressant parce que justement, là, on a eu un retour du ministère de l'Agriculture. L'une des difficultés à mettre en place cette vidéosurveillance, c'est justement le sentiment de culpabilité, quelque part, des ouvriers, enfin des personnes qui tuent les animaux, parce qu'ils ne veulent pas, en plus, se sentir jugés par une caméra. Et ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas du tout pris en compte, puisque l'idée, c'était justement de suivre l'animal vivant et de voir un petit peu l'amener jusqu'à l'abattoir, voir comment ça se passait. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est ressorti. Donc, les personnes ne veulent pas se sentir jugées, pas simplement pour se sentir accusées de mauvais traitements, mais simplement... Pas se sentir surveillées au quotidien. Se sentir surveillées, mais véritablement comme ça, voilà, parce qu'elles sont... honteuses, je ne sais pas, mais comme vous le disiez tout à l'heure, le fait de rentrer chez soi, de ne pas pouvoir en parler, c'est quelque part qu'on n'assume pas non plus cette situation. Parce que là, vous parliez de 3 millions par an, mais non, c'est 3 millions par jour. Par jour, oui. Et effectivement, le fait que chaque personne soit sur une partie de la chaîne sans être associée, bien évidemment, sur l'ensemble de ce qui se passe, ça permet effectivement de rendre un petit peu comme un robot, finalement, son travail quotidien, sans trop se pencher sur la souffrance de l'animal, puisque là, on tue des animaux qui, évidemment, ne viennent pas de leur plein gré. Et Christophe Marie, le fameux responsable de protection animale, finalement, il exonère l'État de contrôle vétérinaire extérieur. Alors, c'est ça effectivement, en plus, ça peut être le responsable de l'abattoir. Donc, mais effectivement, ce qu'on avait demandé, indépendamment du référent et aussi des caméras, c'était d'abord, effectivement, plus d'agents vétérinaires sur la partie post-mortem. Et là, en l'occurrence, tout ce qui est amené de l'animal, tout ce qui est égorgement même de l'animal est très peu surveillé. La plus grosse partie de la surveillance se fait sur l'aspect sanitaire des viandes. Donc on n'est plus sur un problème de protection animale, mais de salubrité ou de problème sanitaire. Donc ça, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, actuellement, ce référent, finalement, il donne raison, enfin en tout cas, il couvre plus ou moins ce qui se passe sans renforcer les équipes vétérinaires. Ma France, le nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Wendy Bouchard. Il est 13h32 sur votre France Bleu. C'est Ma France qui vous accompagne jusqu'à 14h avec notre invité porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Christophe Marie, vous êtes à nos côtés et vous sortez dans quelques jours une enquête IFOP sur la cause animale au cœur de la campagne pour l'Élysée. Vous avez déjà auditionné quelques candidats, on va y venir. Mais d'abord, Brigitte Bardot suit-elle de près cette nouvelle campagne, elle qui a été si déçue par les mandats précédents ? Alors effectivement, elle est assez déçue par rapport aux différents mandats. Donc oui, elle attend quand même des résultats. Alors il faut quand même dire que lors du dernier quinquennat, il n'y a jamais eu autant d'avancées. Ça, c'est un fait, c'est très factuel. Par rapport à la condition animale, c'est beaucoup dû à la majorité parlementaire, plus qu'au niveau du gouvernement. Mais quand même, il y a eu des avancées sans précédent. Et donc, c'est vrai qu'on est dans un mouvement qui porte l'espoir, justement, de changer encore la condition animale, sachant qu'on s'appuie bien évidemment sur une attente sociétale très forte. Donc, on espère qu'effectivement, les chasseurs, notamment, puisqu'on est souvent en opposition avec les chasseurs, soient remis un petit peu à leur place parce qu'ils ont été
dragué par différents candidats. Là, actuellement, c'est Zemmour qui en fait qui cherche véritablement à avoir le soutien des chasseurs, mais on sait que Macron, effectivement, a fait ce travail-là également auprès d'eux. Donc là, on veut vraiment rappeler que la condition animale, elle est défendue par une très large majorité de Français, et qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de végétariens, par exemple, que de chasseurs. Et ça veut dire quelque chose. Ah bon ? On est dans un vrai changement. Il y a plus d'1 million de végétariens aujourd'hui en France. Oui, il y a un pourcentage qui est plus important. Et donc, ça veut dire quand même quelque chose. On a changé d'époque, et les avances qui ont été faites ces derniers mois, en fait, nous remet un petit peu au niveau d'autres États membres de l'Union européenne. Très bien. Parce qu'on était très en retard, donc on n'est pas non plus en avance, on est toujours en retard sur certains points, et ça nécessite justement un changement, et c'est ce qu'on engage auprès des candidats, via notamment un collectif Engagement Animaux qui rassemble 29 ONG. Qu'est-ce que vous faites avec eux, avec ces ONG ? Alors, vous auditionnez les candidats, vous leur demandez de vous soumettre le programme en la matière pour le bien-être animal et la lutte contre la maltraitance animale. Voilà, donc on leur présente en fait d'une part 22 mesures qu'on a pu identifier, et puis aussi spontanément quelles sont leurs positions, qu'est-ce qu'ils ont envie de défendre, qu'est-ce qu'ils sont prêts à défendre, et on met en comparaison un petit peu les deux points, et on a créé un site, donc engagement-animaux.fr, sur lequel on va tenir informer nos sympathisants des positions, des engagements des candidats, pour qu'ils puissent aussi faire un choix au moment du vote. Alors, parce qu'effectivement, il y a quand même, dans ce sondage qui va être dévoilé dans quelques jours, il y a 86% des Français qui souhaitent que les candidats se positionnent sur la question animale, et 57% qui déclarent que cet engagement des candidats pourrait influencer sur leur vote. C'est important quand même. Claude est un citoyen qui, comme quasiment 600 000 auditeurs et Français, a participé à la grande consultation Ma France 2022 et a posté cette proposition. Il faut créer un ministère dédié au bien-être animal. Cela fait d'ailleurs partie des 22 mesures que vous soumettez aux candidats. Instituer un ministère en charge de cette condition animale. Quel candidat s'est positionné en faveur de cette création ? Pour l'instant, Yannick Jadot a fait une proposition dans ce sens-là. Il faut savoir qu'effectivement, la question animale est une question transversale qui touche différents ministères, que ce soit l'agriculture, l'écologie, l'intérieur, mais aussi la justice. Donc là, et la recherche. Et donc, l'intérêt d'avoir effectivement une instance qui ne soit pas soumise à une hiérarchie directe, parce que par exemple, actuellement, la condition animale, le bureau de protection animale est rattaché à la direction générale de l'alimentation au sein du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un petit peu curieux de se dire que de toute façon, le ministre en tête de ce bien-être animal est le même qui va défendre l'élevage intensif, notamment, poussé par la FNSEA. Et donc, donc il y a besoin justement de pouvoir enlever ce champ de compétences au ministère de l'Agriculture. D'une forme d'indépendance, bien sûr. Indépendance. Qui vous permet par exemple de soutenir aussi une autre mesure que vous soumettrez aux candidats, mettre fin aux élevages en cage au profit de l'élevage avec accès au plein air d'ici 2027. Alors ça, c'est important parce qu'en fait, ce qu'on a fait, alors on a fait deux choses. Il y a ces mesures du collectif, et puis il y a aussi un plaidoyer de la Fondation Bardot qu'on a présenté déjà à différents candidats. Et en fait, dans ce plaidoyer, on met en avant les avancées qui sont attendues au niveau européen durant le prochain quinquennat. Donc pas pour pas partir sur des sujets qui ne pourront pas aboutir. Et là, typiquement, la Commission européenne s'est engagée à présenter fin 2022, début 2023, une proposition de mettre fin aux élevages en cage d'ici 2027. Donc on est tout à fait dans le créneau. Vous vous adossez à ce créneau européen. On s'adosse sur ce point, et il fait suite à une initiative citoyenne européenne qui avait rassemblé plus d'1 million de citoyens qui demandaient la fin des cages. Donc effectivement, ça ne sort pas de nulle part, et c'est aussi important justement que les autorités envoient des signaux pour ne pas non plus encourager les filières à investir dans des filières qui seront condamnées à court terme. Par exemple, sur cet élevage intensif. Par exemple, pour les cages poules pondeuses, la France a fait le mauvais choix d'encourager les filières à investir dans des cages dites aménagées. Ça, c'était en 2012. D'accord. Et là, résultat, quand Emmanuel Macron avait pris l'engagement qui n'a pas été tenu de mettre fin aux élevages en cage d'ici 2022, en fait, la réponse qu'il a eue en face, c'est de dire, des éleveurs qui disaient, mais on nous a poussé à investir, on n'a pas encore remboursé, on n'est pas encore, Donc, ça retarde d'autant plus. Et là, ça n'est pas possible. Donc, ce qu'on demande, en fait, c'est aussi de tenir compte de ce qui est en train de se passer et quelle est l'attente aussi du consommateur pour l'anticiper. Donc, c'est pas complètement, ça devrait être mieux entendu, notamment au niveau des
syndicats agricoles qui n'arrêtent pas de dire voilà, les filières sont au bord du gouffre, il y a des suicides, etc. Et pour autant ne veulent rien changer finalement. Ils poussent toujours les mêmes systèmes intensifs qui poussent les gens dans une souffrance aussi humaine, et on vient d'en parler avec les abattoirs. On va revenir sur ces 30 ans d'utilité publique pour la Fondation, vos grandes victoires, vos attentes aussi, et puis la progression de la loi sous ce dernier quinquennat. Vous parliez de la majorité présidentielle qui a tenu en effet à faire avancer avec cette loi contre la maltraitance animale. Mais d'abord, Monsieur Maillot nous a rejoint. Bonjour Régis. Bonjour, on va parler de drôles de bêtes. Ah ben j'imagine bien, je vois peut-être de qui vous voulez parler. 13h39, chers amis, dans ma France. Allô Maillot. Alors, quoi de neuf dans votre courrier? Hier, Emmanuel Macron, notre super-héros sans le slip rouge, président de la Grande Europe de milieu jupitérien et accessoirement chef de rayon France, s'est rendu à Moscou pour sauver le monde et revenir avec un slip rouge à l'Élysée. Résultat, il s'est pris une veste, et sans ourler, vous avez vu, aussi longue que la table des négociations. Elle était formidable. Pour France Bleu, eh bien j'ai un enregistrement secret exclusif de la rencontre entre les deux grands hommes. Bonjour, c'est Manu. Tu vas bien, Vladimir? Je voulais dire mes respects au toi, grand Poutinov, star de l'Empire où le soleil ne se couche pas et où la vodka, le gaz et les larmes des opposants coulent à flot. Je viens te voir, Poutinov, par rapport à la République populaire d'Ukraine. Pardon, ta résidence secondaire, je voulais dire. Oui, si c'était possible de laisser le double des clés aux locataires actuels, ils ont leur nom sur le bail. Vous voulez que j'aille en Grèce? Pourquoi faire? Ah oui, j'ai compris. Bon, attention, Poutinov. J'ai un message ferme à te passer. Non, finalement, rien d'urgent. Mais enfin, explique-moi, pourquoi les Russes vous tenez absolument à revenir en Ukraine? Parce que c'est notre projet. Ah, bon, je comprends. Bon, on a bien fait le tour des sujets. Ah, si, un dernier truc avant de rentrer à la maison. Les persécutions des homosexuels dans ton pays. Oui, on en parlera plus tard, à l'occasion. Merci beaucoup, Vladimir, pour cet échange constructif. C'est un plaisir de discuter d'égal à égal avec un grand dirigeant du monde. Bon, rassurez-vous, tout ça a duré 5 heures. Tout cela n'est qu'un sketch, enfin, j'espère. Merci, drôle de bête, oui, c'est vrai que drôle d'oiseau, ça a été assez féroce. Merci Régis Maillot. Vous êtes bientôt en spectacle, vous, mais pas montreur d'ours, heureusement, ça c'est terminé. Non, je serai dans cette grande table magnifique. Je serai le 18 à Narbonne, à l'espace Pierre-Baudis, et le lendemain à Morasson, dans l'Hérault. Voilà. Merci. Tenez, puisque vous citez quelques villes, je vais aller dans le sud avec vous tout de suite, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Bardot, pour voir qu'il y a une prise de conscience qui s'affine sur la place de l'animal. À nos côtés, mais pas à n'importe quel prix. Par exemple, ces villes et ces élus qui s'interrogent sur la tenue de salons animaliers. Paris, Marseille ou Nice, avec le conseiller Henri-Jean Servat, membre du parti animaliste, qui n'en veut plus de ces salons. Il n'a pas autorité, mais en tout cas, il peut faire en sorte que Nice soit une ville exemplaire dans la défense des animaux en tentant d'empêcher la tenue de ces salons animaliers. Tout ça, ça participe d'une prise de conscience pour vous, Christophe Marie. Ah oui, tout à fait. En fait, ça s'inscrit aussi justement dans la décision qui a été prise d'interdire la vente des chats et des chiens en animalerie d'ici 2024. Donc c'est vrai que... Des chatons et des chiots ou de tous les chats et les chiens? Non, tous les chats et chiens. Chats et chiens en animalerie. Restera les animaux de compagnie type NAC. Mais en l'occurrence, pour les chats et chiens, ça sera terminé d'ici 2024. Mais c'est vrai que si en même temps, il y a des salons du chiot, bon, c'est un peu curieux. Donc, effectivement, c'est une très bonne initiative qui a été prise par ces différents maires. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de décisions qui sont prises au niveau des municipalités. D'ailleurs, on l'avait vu au niveau de l'interdiction d'installation de cirque sur certaines municipalités, donc qui avait été retoquée par certaines préfectures. Mais en l'occurrence, ça montrait que des maires voulaient se positionner sur la question animale. Et là, c'est aussi inscrit dans la loi pour l'interdire à terme. Sur les cirques avec animaux sauvages. En effet. Autre progrès ou évolution, la fin des aquariums boules, des aquariums ronds, dans lesquels les poissons rouges tournent toute la journée, qui est une forme de maltraitance. Il y a un des leaders des aquariums qui s'est positionné sur le sujet. C'est pas une interdiction au niveau légal, c'est effectivement un des leaders des aquariums qui a interdit, qui arrête de proposer ça au niveau des animaleries, donc les aquariums boules, parce qu'effectivement, pour les poissons, on ne peut absolument pas répondre à leurs besoins. Dès lors que vous avez un aquarium un peu plus grand, rectangulaire, où il y a un enrichissement du milieu,
bon, c'est déjà un peu plus acceptable. Mais là, effectivement, dans cette boule, ils ne peuvent faire que le tour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les poissons rouges, c'est une famille des carpes, finalement. Si vous les mettez dans un environnement plus grand, un petit étang ou autre, ils deviennent énormes. Enfin, énormes. En tout cas, ils grossissent considérablement. Donc, on voit que ce contenant les empêche justement d'évoluer normalement. C'est un des animaux domestiques préférés des Français, le poisson rouge. C'est de loin le plus présent dans les foyers. C'est pratique parce qu'on n'est pas obligé de les sortir. Voilà. Oui, mais du coup, il y a cet apprentissage de la bien-traitance aussi des poissons rouges et cette exemplarité. Mais en fait, effectivement, c'est un peu comme une plante, en fait. C'est pris un peu comme une plante. Justement, le fait qu'il y ait une plante décorative. Voilà, parce qu'il y a peu de contraintes et au final, on ne réalise pas toujours, en tout cas, certains oui, quand même, que c'est un être vivant et qui a des besoins, bien évidemment. Et pas un lampadaire. Christophe Marie, pas un meuble, en effet. Christophe Marie est avec nous, porte-parole de la Fondation Bardot. Il est 13h34 et nous sommes en ligne avec un homme que vous citiez il y a quelques instants, Christophe Marie. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Vous êtes député Christophe Villani, vous avez participé justement à la législation en faveur du meilleur être animal avec cette loi contre la maltraitance, ces évolutions. C'est l'une des fiertés de votre mandat, Cédric Villani, car on sait que la cause animale vous tient à cœur. Elle me tient énormément à cœur. D'abord, c'est une curiosité, un intérêt de toujours pour le monde animal en général, y compris pour ses parties scientifiques. L'évolution des espèces est peut-être le sujet qui m'a le plus fasciné quand j'étais enfant et dans mes explorations scientifiques. Quand je suis devenu député, j'ai commencé à m'y intéresser au plan politique et je me suis engagé résolument là-dessus. D'ailleurs, Christophe Marie, votre invité, a été l'un de mes interlocuteurs réguliers sur le thème et j'ai pu apprécier à de nombreuses reprises son extraordinaire compétence, connaissance des dossiers et sa détermination sans faille. Alors que faites-vous sur le sujet aujourd'hui comme député et à 2 mois et demi de la campagne présidentielle? Est-ce qu'on se positionne politiquement? Est-ce que vous aidez à auditionner les candidats? Est-ce que vous soutenez un candidat en particulier? Oui, tout à fait. D'abord, avant cette élection et en tant que député, j'ai porté la cause en particulier avec une proposition de loi qui a été présentée à l'Assemblée et qui, en particulier, parlait de la sortie de l'élevage industriel, de l'interdiction de chasses les plus cruelles comme la chasse à courre et autres. Et cette proposition de loi n'a pu être discutée, mais ça a posé un jalon et en termes politiques, ça a été important. Aujourd'hui, je suis en soutien du candidat Yannick Jadot et en même temps, l'un de ses référents sur ce sujet animal. Par exemple, il y a quelques jours, je recevais Christophe Marie et d'autres représentants d'associations animales, comme Brigitte Gauthier pour L214 et bien d'autres, pour un certain nombre d'engagements du candidat Jadot en matière de cause animale. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Nous parlions avec Christophe Marie de son engagement à instituer un ministère en charge de la condition animale. On sait qu'il veut mettre fin à l'élevage industriel, du moins aux élevages en cage. Autre engagement du candidat Yannick Jadot que vous soutenez, Cédric Villani? D'abord, effectivement, ce ministère, c'est quelque chose d'important, transversal. La sortie de l'élevage intensif, de ces élevages dans lesquels les animaux sont cloîtrés, sélectionnés pour leur productivité au détriment de leur bien-être et dans laquelle ils ne peuvent pas voir la lumière du soleil ou sentir l'air du jour, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, Yannick Jadot a assuré à plusieurs reprises que ce serait sa première mesure en tant que président. D'autres mesures que je pourrais citer, c'est la sortie des chasses cruelles telles que la chasse à courre, l'interdiction de la chasse à courre ou de la vénerie sous terre. D'autres mesures encore que je peux citer, ce sont des évolutions en ce qui concerne le statut la prise en charge des chats errants. On sait que c'est un sujet majeur. On sait aussi que tout ce qui est transformation de la société en matière d'élevage intensif, ça va aller de pair avec une revalorisation des métiers d'agriculteurs, d'éleveurs et tout un chamboulement de nos pratiques économiques de notre société, et ça c'est quelque chose sur quoi nous serons extrêmement force de proposition dans la suite. Alors on sent qu'il est force de proposition et très engagé. Christophe Marie fait partie de vos interlocuteurs phares, mais y en a-t-il autant dans chacun des camps représentés à 2 mois et demi de l'élection présidentielle? Non, pas forcément, mais effectivement là en l'occurrence c'est vrai que quand même l'ensemble des candidats se rendent compte qu'il y a une attente sociétale et qu'il faut y répondre.
Mais c'est vrai que par exemple... Il n'y a pas de monsieur condition animale chez Valérie Pécresse ou chez Jean-Luc Mélenchon. Alors on a chez Mélenchon un peu plus, parce qu'effectivement ils se sont rapprochés de la Rêve, le parti La Rêve créé par Aymeric Caron, pour justement aussi travailler sur quelque chose d'assez radical dans le positionnement animaux. Mais c'est pas nouveau, parce qu'avec Mélenchon, lors de la dernière présidentielle, il était déjà très engagé sur la question animale. Mais là, dans le sondage qui doit être publié dans quelques jours, effectivement, on a interrogé les Français sur l'une des propositions de Yannick Jadot, à savoir d'instaurer 2 jours non chassés, dont le dimanche, plus toutes les vacances scolaires. Et il faut savoir que jusqu'à présent, en fait, on posait la question pour un dimanche sans chasse, mais pas les 2 jours. Et là, le résultat, c'est 83% des Français qui seraient favorables à instaurer effectivement 2 jours non chassés par semaine et tous les jours des vacances scolaires. Un autre point d'ailleurs qui a été abordé, c'était sur l'abattage rituel, puisque on demande bien évidemment à ce que tout animal soit étourdi au moment de son abattage. Et là, on a 90% des Français qui sont favorables à cette mesure. Et Yannick Jadot en a fait aussi un engagement de campagne. Et ça, c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure des abattoirs. Là, c'était les abattoirs porcins, donc il n'y a pas le même problème par rapport à l'abattage sans étourdissement. Mais quand on parle des bovins, notamment, il faut se rappeler que le rapport de l'INRA sur les souffrances animales, les douleurs animales, faisait état d'une perte de conscience qui peut durer jusqu'à 11 minutes après que l'animal ait été égorgé. Parce que, il y a des phénomènes qui font que l'animal peut rester conscient. Et ça, c'est un gros problème, évidemment, puisque l'animal est toujours sensible à la souffrance pendant 11 minutes après après l'égorgement. Et évidemment, les opérateurs dont on parlait tout à l'heure ne vont pas attendre 11 minutes que l'animal perde conscience. Évidemment. Il est sorti du piège, il est suspendu et découpé vivant. Vous dites qu'il n'y a pas de problème avec les abattages porcins parce que c'est l'abattage rituel. C'est l'abattage rituel il y a beaucoup de problèmes sur les abattages de porc, mais effectivement, c'est pas lié avec l'abattage rituel, évidemment. Vous citez beaucoup Yannick Jadot depuis le début de cette émission. C'est celui qui colle quand même au non, mais c'est celui, parce qu'on vient de le rencontrer, il a beaucoup d'engagement, mais on attend des autres candidats le même type d'engagement. Donc on est intervenu auprès de Valérie Pécresse, mais on n'a pas encore de rendez-vous de prix. On est intervenu auprès de l'équipe d'Emmanuel Macron. On a déjà commencé le travail avec ses équipes de campagne, parce que même s'il n'est pas candidat, c'est un secret de polichinelle, il le sera. Donc en ce qui concerne les autres candidats, on les a tous démarchés, que ce soit Zemmour, Marine Le Pen et puis tous les autres. Et Hélène Touy, Pauline sur France Bleu nous demande que dire de cette candidature d'Hélène Touy lorsque vous représentez la condition animale, parti animaliste. Oui, bien sûr, parti animaliste. Écoutez, là, évidemment, elle s'engage sur toutes les mesures, mais c'est pas une surprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, le score qu'elle avait obtenu aux européennes, donc près de 2% ou plus de 2%, c'est pas un score négligeable. Près de 800 000 voix. Oui. Et donc justement, souvent quand on voit à quel point les candidats sont proches de quelques pourcentages, ça peut faire la différence. Donc l'existence de... moi j'étais assez partagé, pour être tout à fait transparent, d'avoir un candidat de la condition animale, parce que je considère que tous doivent le défendre, mais ça rend visible justement cette problématique, et ça montre que une personne qui ne porte qu'un sujet, à savoir la condition animale, arrive malgré tout à obtenir plus de 2% de voix en sa faveur, ce qui est quand même assez étonnant. Donc il faut véritablement que le sujet ne soit plus marginalisé. D'ailleurs, il n'est plus vraiment maintenant. On se rend compte quand même qu'on a beaucoup évolué ces dernières années sur le sujet. Avant, c'était un petit peu un sujet moqué. Maintenant, les candidats et les politiques, d'une manière générale, les élus, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas nier qu'il y a une vraie attente et qu'il y a un vrai problème aussi de conditions animales en France. Vous nous le prouvez, et nous le prouvez il y a quelques instants. Cédric Villani, que je remercie. Soutien donc de Yannick Jadot. Vous avez été élu sous l'étiquette de La République En Marche et vous avez donc changé de candidat parce que cette mission de la protection animale vous tient à cœur. Merci de l'avoir exposé au cœur de votre France Bleu dans Ma France. Il est 13h52. Ma France 2022. La consultation citoyenne de France Bleu. Ma France est aussi l'émission qui vous fait contribuer au débat public. Christophe Marie, les auditeurs, les citoyens peuvent nous transmettre leurs idées, leurs solutions pour une France plus vertueuse, plus solidaire, plus empathique peut-être aussi avec les animaux. Et cette proposition de Benjamin, 24 ans, dans les Deux-Sèvres, il faut limiter la vente d'animaux de compagnie et éduquer les propriétaires pour éviter les abandons. Alors davantage punir les abandons, c'est vrai qu'on est encore, nous, dans le triste record, la France, championne européenne des abandons, c'est encore une réalité.
C'est encore une réalité et c'est vrai que bon, là, les mesures qui ont été prises d'interdire la vente de chats et chiens en animalerie, c'est une bonne chose. En revanche, le gros problème reste la vente sur les réseaux sociaux et via les sites internet. Et qui est très difficilement encadré. Très difficile à encadrer. Donc justement, actuellement, il y a un travail européen sur rendre un petit peu plus contrôler tout ce qui se passe sur les sites de vente et pas simplement par rapport à la problématique animale. D'ailleurs, c'est pas l'angle qui est choisi, mais on a rencontré Stéphane Séjourné, notamment, qui est président du groupe Renew au Parlement européen, et pour que la France porte ce point aussi et défende la nécessité d'encadrer au niveau européen les échanges sur les sites de vente. Parce que là, c'est difficile à gérer au niveau national, parce que là, on est vraiment sur des échanges au minimum européen, mais donc si on a une norme européenne pour interdire ce genre d'échange de vente, ça sera toujours une bonne chose. Et puis après, effectivement, il y a tellement de refuges qui regorgent d'animaux, et de toutes sortes d'animaux d'ailleurs, parce que parfois on pouvait avoir une idée un petit peu réduite sur des vieux chiens qui auraient été abandonnés, etc. Il y en a aussi qui ont d'autant plus besoin d'un foyer, mais il y a aussi des jeunes animaux qui ont été abandonnés très rapidement par leurs propriétaires. Donc il y a de tout, il ne faut pas hésiter à aller voir les petites structures en région et qui n'arrivent pas à gérer tous les abandons. Alors justement, face à l'abandon, il y a heureusement l'adoption, et je voudrais vous recommander une plateforme formidable, secondechance.org, plateforme que vous avez créée. Bonjour Florence Lepage. Bonjour Andy. Merci d'être avec nous sur l'antenne de France Bleu, en écho à tout ce que vient de dire aussi Christophe Marie. Secondechance.org agrège toutes les annonces d'adoption de la plupart des refuges de France. Il fallait y penser et ça n'existait pas auparavant. Non, ça n'existait pas effectivement en France. Ça existait aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le créer en France. Et c'est exactement ce dont on vient de dire, c'est que l'image qu'on avait il y a 17 ans quand j'ai créé ce site de l'adoption, c'était vraiment des vieux animaux que personne voulait. Et le but de Seconde Chance est d'avoir une seule adresse pour voir tous les animaux à adopter, c'est que les gens puissent se rendre compte qu'il y avait beaucoup de bébés, beaucoup d'animaux en très bonne santé qui avaient juste été abandonnés par leur maître, qui avaient eu la malchance de naître dans la rue, mais que c'était des animaux tout à fait adoptables et tout à fait charmants. Et c'est vrai que les gens, ils n'ont pas tellement envie d'aller en refuge. Alors l'idée, c'était qu'ils aient déjà un coup de cœur sur Internet et qu'après ils se déplacent. Et si je peux me permettre de dire encore une chose, attendez, c'est pas fini. Pour lutter contre la vente des animaux sur Internet, sur les échanges entre particuliers. Et c'était vraiment ça aussi. C'était offrir un espace réservé à la protection animale. Comme bien sûr, on est opposé à la vente d'animaux sur Internet, même à l'échange entre particuliers d'animaux sur Internet, parce que pour nous, qui avons créé Seconde Chance, ça doit être encadré par la protection animale. J'explique simplement aux Français qui voudraient adopter que vous allez sur secondechance.org et vous entrez des critères. Votre localité, l'animal que vous recherchez, son sexe, un chaton, un chiot, un senior, peu importe. Et vous avez donc un certain nombre d'annonces qui défilent. Vous êtes mis en contact ensuite avec des petites structures. Et justement, c'est très très important pour les petites structures qui ont du mal à se mettre en lumière, qui n'ont pas forcément de page Facebook ou de page Internet. Vous leur permettez aussi de montrer qu'il y a des animaux à adopter chez eux. C'est vraiment le but, parce que c'est vrai que les gens, ils vont avoir un peu le réflexe SPA, ils connaissent les grosses structures, ils connaissent la SPA, mais il y a tellement de petites structures qui, bien souvent, n'ont même pas de refuge physique, en fait. Par exemple, pour les chats, ils vont avoir que des familles d'accueil. Et ces gens-là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être vus pour trouver des nouveaux adoptants. Même quand ils ont une page Facebook, encore faut-il connaître leur nom pour les trouver sur Facebook. Merci. Or là, l'avantage d'avoir un seul nom qui est Seconde Chance, c'est que vous rentrez vos critères, généralement quand même, de localisation. Mais des fois, quand vous cherchez des races très spéciales, il y a des gens, ils veulent absolument adopter un dalmatien. C'est sûr qu'il va falloir étendre un petit peu et pas forcément chercher que dans votre département. Mais sinon, si vous cherchez un chat, vous tapez votre ville ou votre département, et puis toutes les associations qui passent leurs annonces chez nous, vous allez avoir toute la liste des chats. Et vous ferez des heureux. Florence Lepage, créatrice de secondechance.org. Il y a des refuges, il y a des animaux accueillis évidemment à la Fondation Bardot, la Marozou, Bazoches, Montpont. Combien d'animaux ? 7000 animaux recueillis ? Alors 7000, c'est beaucoup d'animaux de ferme en fait, essentiellement, puisqu'on intervient sur des saisies, puis aussi sur des sites d'abattage clandestins. Et donc tous ces animaux sont pris en charge, et on travaille aussi avec des pensions partenaires d'anciens éleveurs qui deviennent pensions partenaires pour la Fondation Bardot. Merci de cette heure en notre compagnie. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Bardot, et on suivra évidemment les programmes des candidats adossés à vos mesures et aux engagements que vous proposez avec ce collectif d'ONG. On se retrouve demain avec Nikos Ayagas qui nous parle aussi de sa passion pour la photo. À demain Régis Maillot. À demain. Et à tout de suite pour l'info.